Bonjour à tous. Je vais chercher brièvement à aborder l'aspect, je ne dirais pas philosophique parce que j'aime pas trop le mot, mais l'aspect théorique de la question de la protection sociale, effectivement, sous l'angle de la dignité humaine. De ce point de vue-là, juste un tout petit mot. Il n'est pas question de chercher à faire de la métaphysique, de la morale ou je ne sais pas quoi, par rapport à, de façon déconnectée par rapport à ces sujets-là, mais bien au contraire, de partir d'un fait, c'est que dans les discussions, les débats, les choix effectués, les choix d'orientation, les choix de ventilation budgétaire, etc., fonctionnent des concepts. Et si on se laisse dicter de fausses évidences par ceux qui ont le monopole de la richesse et des moyens d'information, on risque de rentrer dans leur jeu et donc il n'est pas mauvais d'avoir un petit détour critique, un petit détour théorique pour vérifier que l'on se sert des bons outils. Et de ce point de vue-là, qui ne voit l'ineffectivité de ce qui se passe quand on se réfère à des grands principes, que ce soit la liberté, que ce soit la dignité, que ce soit la laïcité, que ce soit le libre choix, etc., ou le respect, et que, d'un autre côté, il y a le quotidien des menus choix, des menus problèmes, des petits compromis, des lâches compromis. Ce qui est important, c'est de ne pas se faire un hommage aux grands principes et puis de dire après tout ah oui, mais moi je gère. Et qui de nous n'a pas entendu dans sa vie professionnelle cela? Oui, vous avez c'est bien ce que vous dites en théorie, oui, mais enfin, nous, on est dans le concret, on est dans la pratique. Il y a un mois, je discutais avec la directrice d'un centre de soins dans les Pyrénées-Orientales qui, pour expliquer que le centre de soins allait maintenant accueillir une clientèle riche, me disait « Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis dans le concret. » Alors, le concret, parlons-en. Et c'est là qu'il y a un petit intérêt à la réflexion théorique, au détour théorique, et effectivement à une certaine façon de faire de la philosophie. Je voudrais juste insister sur deux points. Le premier, c'est par rapport à la protection sociale. Je dirais que la protection sociale, c'est quand l'humanisme, justement, devient réalité pratique. D'où est-ce que c'est parti? Je ne reviendrai pas sur plein de choses très justes qui ont été dites, mais j'en ajouterai quand même une. Plus jamais ça a été l'expression des pères fondateurs de la protection sociale en 1945, quand se sont révélées au grand jour les horreurs nazies et les horreurs des manipulations génétiques, des gens transformés en cobayes humains, du racisme, de l'eugénisme, etc., etc. Les premiers éléments de protection sociale étaient antérieurs. Pourquoi est-ce qu'ils se sont développés, comme l'a dit très justement quelqu'un ce matin, dans les pays les plus industrialisés? Parce qu'il y avait aussi l'évidence des horreurs de la révolution industrielle, le travail des enfants, etc. Et ce mal véritable, eh bien, a suscité en contrepartie une demande très forte adressée aux États. C'est aux États, et cette demande forte, elle a été consensuelle à la Libération, c'est aux États de se préoccuper non seulement des réfugiés, non seulement des victimes des horreurs concentrationnaires, mais aussi des victimes de ce qu'on appelle la vie, des vieilles personnes, des handicapés, des accidentés du travail, etc. Avec donc cette idée d'une protection sociale qui n'était pas sans ambiguïté. Protection, ça vient de, en latin, tectum, le toit. Un toit qui
abrite un toit ou un bouclier ou quelque chose comme ça, qui abrite d'en haut et de façon parfois autoritaire, parfois paternaliste, et toute la question qui nourrit le problème philosophique de la protection sociale, c'est d'en faire quelque chose qui ne soit pas à sens unique, mais dans lequel puissent intervenir les citoyens, et comme l'a très bien dit Frédéric tout à l'heure, les citoyens, Ambroise Croizat précisait les travailleurs, avec la notion de travail qui se fait jour, qui se profile dans les débats sur la protection sociale. Là encore, j'ai entendu ce matin, à plusieurs reprises, des différentes personnes souligner l'importance du travail, que ce soit dans la pratique médicale de cabinet, que ce soit dans la pratique des élus, etc., etc. Donc, nous avons l'origine de cette grande idée de la protection sociale qu'il ne faut pas oublier. Et alors, il se passe quelque chose, c'est que quand on cherche à analyser philosophiquement la notion de dignité humaine, la protection sociale, elle ne peut pas se concevoir hors du respect de la dignité humaine. Ici, ce qui est très frappant, c'est que 200 ans après, on en revient à parler d'un philosophe qui a marqué incontestablement une inflexion dans l'histoire de la philosophie, mais peut-être dans l'histoire des idées aussi, Kant. Kant, c'est ce philosophe allemand qui meurt, je n'ai pas ces dates en tête, mais il meurt en 1802, Kant, dans la dernière partie de son œuvre si importante, écrit des fondements de la métaphysique des mœurs, une critique de la raison pratique et une métaphysique des mœurs, dans lesquelles il souligne un point essentiel. Ce qui caractérise la moralité, dit Kant, c'est qu'elle ne doit pas dériver d'autre chose que d'un principe absolument transcendant, qui est le respect de l'autre. Et le respect, qui est le seul sentiment moral pour Kant, dérive d'un fait de la raison. Ce fait de la raison, disons le mot, c'est l'inviolabilité et le caractère inconditionnel du respect qui est dû à la personne humaine. Quels que soient les sentiments qu'on éprouve pour elle, quelle que soit son ethnie, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale. Conditionner le respect à quoi que ce soit, c'est le tuer. C'est ça l'idée de dignité pour Kant. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que Kant, donc, qui était, entre parenthèses, partie prenante du mouvement des idées des Lumières, c'est le dernier grand philosophe des Lumières, Kant. Donc, qui a quelque chose à voir quand même avec les idées émancipatrices dont la Révolution française s'est faite le porteur. Kant est quelqu'un qui pose cette espèce d'absolu. On ne doit pas transiger avec le respect dû aux autres. Donc, il récuse a priori toute subordination de l'autre à quoi que ce soit. Et alors, ça, c'est très frappant parce que, avec Kant, un pas est franchi qu'il sera difficilement possible de remettre en question. Toutefois, alors, je le dis encore une fois, voilà, le fin mot de la morale pour Kant, c'est traiter autrui comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Parce que bien sûr, dans la vie, on traite les gens comme des moyens. Nous sommes tous ici des moyens les uns pour les autres, etc. Mais toujours aussi comme une fin, avec cet horizon-là. La morale de Kant a été discutée, combattue dès son époque, et essentiellement, donc je vais aller très très vite,
par ce qu'on appelle l'utilitarisme. L'utilitarisme essentiellement anglo-saxon, qui est toujours une philosophie du calcul, avec une maxime qui a l'air de bonne loi, faire toujours le plus grand bien du plus grand nombre. En d'autres termes, si on a besoin de casser quelques œufs pour l'omelette, eh ben, tant pis pour les malheureux œufs, quoi. Mais l'utilitarisme, c'est ça. Utilitarisme, pragmatisme, et ce sont ces conceptions utilitaristes qui nourrissent tout ce qui est le retour sur investissement, vous savez, les choses assurantielles dont il a été question là tout de suite, voilà, les risques, les bénéfices, etc. Y compris, on suggère à des médecins, quand vous avez un traitement à faire, vous faites le calcul, les risques et bénéfices. Bon. À quoi moi j'opposerais ce que me disait un médecin généraliste du bout de la France. À chaque fois, personnellement, que je suis entré dans ces considérations de est-ce que ça vaut le coup de prescrire tel traitement à ce vieillard, est-ce que ça vaut le coup, à chaque fois, je me suis planté. Donc je ne le fais plus. Et je pense que c'est une réfutation de bon sens de l'utilitarisme qui va dans le sens des idées de Kant. Alors, pour le dire très très vite, je comptais développer ce point beaucoup plus longtemps, mais il ne faut pas. Est-ce que nous devons nous contenter de réaffirmer la dignité humaine posée comme absolue et réaffirmer Kant, la morale kantienne, etc. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a là une matrice, mais qu'il faut aller de l'avant. En effet, il y a une critique qu'on peut faire à Kant, et que le fait est, on lui a faite, c'est le fait que sa morale reste une morale elle-même de principe, et qu'il s'agit de décliner dans la pratique. La décliner dans la pratique, c'est-à-dire que dans la pratique, nous avons effectivement des choix à faire. Nous avons des priorités à prendre. Nous sommes confrontés à du cas par cas. Mais la réponse, et ce qui est très intéressant, la réponse, elle est suggérée par ce grand penseur qui a été le penseur qui a succédé plus ou moins à Kant dans l'histoire de la philosophie, Hegel. Hegel, adversaire de Kant sur beaucoup de points, considérait que la morale kantienne est très bien, mais qu'il faut bien voir que au cœur de l'obligation morale, il y a d'une part un sujet qui est lui-même non pas un pur sujet comme un petit ange évoluant dans l'éther du sens pur, mais qui est lui-même le produit d'une période, le produit d'une époque, le produit d'acquis civilisationnels. Qui est-ce qui a des responsabilités à prendre par rapport aux jeunes générations, par rapport aux gens qui sont en fin de vie, etc. Ce n'est pas un sujet pur, c'est quelqu'un qui a une formation, c'est quelqu'un qui est lui-même dans l'intersubjectivité, c'est quelqu'un qui a des fréquentations, des lectures, qui est situé historiquement. Donc, première chose, il faut bien comprendre que la dignité humaine doit être respectée par des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes les produits de leur époque, qui travaillent, qui sont confrontés à des progrès technologiques, à des progrès et parfois à des régressions aussi civilisationnelles par rapport auxquelles ils doivent effectivement s'engager. Cela a conduit un penseur contemporain, l'allemand Hans Jonas, a élaboré ce qu'il appelle le principe de responsabilité. Alors, il le fait dans le cas en pensant d'abord et avant tout à l'écologie, mais il le fait aussi en pensant à la bioéthique, à l'éthique médicale. Principe de responsabilité, c'est-à-dire nous sommes, nous,
responsables devant, nous qui avons des décisions à prendre, responsables devant les autres et devant les jeunes générations. Cela étant, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, même si Jonas, qui est un homme profondément réactionnaire, dit nous, c'est-à-dire une aristocratie des sachants, et nous savons ce que sera la jeune génération. Je crois qu'il ne faut pas aller tout à fait dans ce sens. Je crois que notre responsabilité par rapport à la protection sociale et à son devenir est de donner aux jeunes générations des moyens accrus d'autonomie qui leur permettront de prendre des décisions, de prendre en toute connaissance de cause et mieux que nous, des décisions que nous ne devons pas prendre à leur place. Mais incontestablement, comme le disait Marx au 3e livre du Capital, nous devons, par rapport à la nature, en prendre soin et la remettre, la restituer à nos enfants intacte en agissant, disait Marx, comme les bonnes têtes de la maisonnée. Voilà ce que j'avais à dire.